Nimanagiananik, Mami Winini Anishinabeg, Ogog, Ka Nagadawabadajig, Io Aki, Eko Weshkad, Ako Nungum, Egawikad, Kimigwewach, Nimanagiananik, Kakina Anishinabeg, Undaje, Kaye Ogog, Kakina, Eniagazijik, Enegukamigog, Kanadang, Eji Undapanangik, Endawajin, Udawang, Ninisadanoinwananik, Kenawendamujik, Kije, Kikindamawin, Weshkinigijik, Kaye, Keje Yadazijik, Nigije Wenimananik, Ogog, Kanigani, Songideyejik, Weshkad, Nongum, Kaye, Ayanikaj. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Marie, postdoctorale. Que vous faites demande pour une bourse d'études supérieures en recherche à la maîtrise ou au doctorat ou tout autre prix important, nous savons que préparer une candidature réussie peut sembler insurmontable. Aujourd'hui, nous accueillerons une professeure, une stagiaire postdoctorale expérimentée et un récipiendaire de bourse Vanier qui partageront des stratégies, des témoignages et des conseils pour vous aider à naviguer le processus en confiance. Alors, avec nous aujourd'hui, j'aimerais présenter les panélistes. Il y a Nicole Paquet, professeure titulaire à l'École de sciences de la réadaptation à la Faculté des sciences de la santé. Nicole a fait partie de nombreux comités de sélection à l'interne. Elle est en ce moment à la retraite, mais elle continue à nous appuyer dans les évaluations des demandes de candidature. Merci, Nicole. Ensuite, il y a Guylaine Damour, docteur médical, stagiaire postdoctorale dans l'école d'épidémiologie et de santé publique, faculté de médecine, DR de Bourse. Merci beaucoup d'être avec nous, Guylaine. Et finalement, on a Maxime Charret, doctorant en épidémiologie à la faculté de médecine et récipiendaire de la bourse Vanier. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Et voilà, ça nous rend au déroulement de notre événement. Donc, on va faire ça en deux parties. D'abord, nous aurons une discussion de 45 minutes avec nos panélistes et ceci sera suivi avec 15 minutes dédiées aux questions des étudiants ou des applicants. Et vous pourriez poser vos questions soit à vive voix, soit en écrit dans le chat. Mais pour qu'on est tous au courant, cette session sera enregistrée. Et on va la partager sur notre site web avant de repasser sur les... Est-ce qu'on est prêt pour commencer avec la première question? Pas de questions en ce moment? On est tout bon? On peut y aller? Pour tous les panélistes, qu'est-ce qui distingue une demande gagnante d'une demande simplement bonne? Et peut-être on commence avec Nicole. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance. J'espère que ça va vous aider. Pour moi, pour en avoir évalué vraiment beaucoup,
ce qui distingue là, la très bonne demande, c'est celle qui a été faite avec beaucoup de soin. Donc, celle où toutes les sections ont été remplies et où toutes les informations ont été présentées de façon claire, nette et surtout complète. Donc, c'est essentiellement ça du côté de l'étudiant. Évidemment, il y a toujours 2 ou 3 lettres de recommandation qui sont incluses. Ça, c'est hors du contrôle de l'étudiant, mais euh, les bonnes lettres font une bonne différence et je dirais, euh, je crois que les étudiants parfois peuvent aider leurs professeurs à présenter plus, toute l'information dans les lettres de recommandation. Parfois, le professeur ne sait pas tout de son étudiant, surtout son nouvel étudiant. Alors, c'est d'aider le professeur à avoir toutes les informations, présenter à son professeur un bon curriculum vitae pour que le professeur puisse écrire des bonnes lettres de recommandation. Pour moi, c'est ça euh, qui fait la différence. OK, merci Nicole. Et on va en revenir sur ces lettres de recommandation plus tard dans notre discussion. Guylaine Damour, qu'est-ce que vous, Je, quelle est votre réponse? oui, donc j'appuie tout ce que le professeur Paquette a dit. Puis, en fait, moi, ma réponse principale, c'était euh, quand on voit que la demande fait un tout et non pas que ce sont des éléments disparates qui sont très bons tout seuls, mais qui vont pas nécessairement ensemble. Parce que puis ça revient un peu au point concernant la lettre. Et même si on n'a pas de contrôle, on peut essayer de s'assurer que les professeurs à qui on demande des références vont mettre l'emphase sur les bons points ou sur les trucs qui sont vraiment importants pour faire un tout avec la demande. Puis, le, je ne veux pas répéter ce que le professeur Paquette a dit, mais dans le fond, euh, que ce soit structuré. C'est sûr que la demande nous arrive, tu sais, vous n'avez pas, les candidats n'ont pas de contrôle sur comment la demande arrive, mais les éléments sur lesquels vous avez le contrôle de comment ils sont présentés. Par exemple, moi, j'ai l'expérience au doctorat seulement. Donc, pour les demandes au doctorat, fait que à d'autres niveaux, ça peut être différent. Mais vous avez le projet de recherche que vous contrôlez de A à Z. Et il y a aussi, en français, c'est le training, les attentes au niveau de la formation, je pense qu'il y a 2 pages ou quelque chose comme ça, là. Ça, vous avez le plein contrôle là-dessus. Donc, c'est là que vous pouvez comme faire un tout avec la demande, puis s'assurer que les éléments sont supplémentaires, si je peux dire, et viennent appuyer ce que vous dites dans ces deux éléments-là. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est les demandes gagnantes. À partir de ces 2 éléments-là, on comprend tout le reste et ça s'imbrique tout ensemble. OK, merci beaucoup. Maxime. Oui, donc moi non plus, je veux pas trop répéter, mais j'allais dire un peu la même chose que les 2 autres panélistes. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de parties à l'application, donc c'est incroyablement important de s'assurer de lire les instructions, faire sûr que tous les documents sont présentés de la bonne façon, etc., etc. Juste pour commencer, pour que au moins les évaluateurs, évaluatrices vont avoir les documents dans le format qu'ils sont censés recevoir, mais je pense que le plus important, c'est vraiment que, vu qu'il y a tellement de parties, s'assurer que toutes les différentes parties de l'application se complémentent les unes les autres. Donc, vous êtes en train de vendre essentiellement un narratif, une certaine histoire, en utilisant toutes les différentes parties de l'application que vous pouvez, mais sans nécessairement trop répéter
la même chose à travers toutes les différentes parties. Donc, puis je pense que comme le plus important, c'est vraiment de répondre aux questions pourquoi c'est important pour vous de faire la recherche, de faire vos études, ainsi que euh, quelles sont les qualifications, les expériences, etc., qui vont s'assurer que vous avez, qui vont s'assurer que vous êtes capable de mener le projet avec succès. Mais le plus important, c'est de démontrer aussi pourquoi c'est important plus généralement le projet. Donc, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on devrait vous donner de l'argent pour faire ce projet-là? Pourquoi, c'est quoi que ça va apporter à la population que vous êtes en train d'étudier? C'est quoi que ça va apporter à la société plus généralement? Donc, je pense que comme c'est vraiment important pour vous-même et ainsi que dans l'application de pouvoir répondre à cette question-là. Merci beaucoup pour vos réponses sur cette première question et j'entends déjà le besoin d'une cohérence entre les différentes sections, mais aussi faire sortir une importance, un impact significatif pour la société. Donc, continuons parce que je sais que vous avez beaucoup d'autres suggestions que vous pouvez partager. Qu'aimeraient les évaluatrices et les évaluateurs que les personnes candidates comprennent au sujet du processus de demande? Donc, au niveau du processus. Et là, c'est peut-être plutôt Nicole et Guylaine qui peuvent nous partager, puisque vous êtes du côté du processus. Guylaine, tu veux commencer? Oui, moi j'ai peu d'expérience. J'ai fait partie d'un comité. J'ai fait d'autres évaluations à d'autres niveaux ailleurs, mais puis c'était au niveau doctoral. Donc, dépendamment de la demande que vous avez, là, ça peut se passer de manière différente. Mais une des premières choses, dans le fond, que vous devez garder en tête, c'est que certains évaluateurs n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience en évaluation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas un bon travail. Puis le processus, je ne sais pas si on en parle plus en détail, mais s'assure que tout ça est fait correctement, là. Mais essayez de leur faciliter la vie avec votre demande, comment elle est structurée, puis où sont les informations. Mettez pas, ne pas mettre des informations trop d'informations sur le projet dans les attentes pour la formation, ne pas, pas être trop mélangé. Ça revient, je pense que Max en a dit un mot là-dessus tantôt. Puis, garder un style conventionnel pour pas, parce que c'est comme pas le temps d'être, il faut être innovateur, mais pas dans la façon de présenter la demande. Comme ça nous facilite les choses parce qu'on vient tous de domaines différents. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de votre domaine qui va évaluer votre demande. Tout le monde est à même d'évaluer de la recherche, la science en général, mais il faut justement que ce soit conventionnel et que vous ne vous attendiez pas à ce que ça soit quelqu'un qui connaisse votre domaine de recherche qui va l'évaluer. Moi, par exemple, sur les 10 demandes que j'avais à évaluer, il n'y en avait aucune dans mon domaine de recherche. J'ai un background en génétique, j'avais aucune demande là-dessus. Donc, le plus probable, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas une expertise poussée dans votre domaine qui va l'évaluer. Donc, toujours garder ça en tête. Ça reste que c'est des chercheurs puis des gens qui sont à même de comprendre n'importe quelle méthodologie de recherche, mais c'est important de rester conventionnel. Merci beaucoup. Nicole Paquet? Ici, là, concernant le processus, là, je vais y aller plus du côté de l'étudiant, là. Moi, ce que je recommande, là, c'est qu'avant même de commencer à remplir la demande, là, vous prenez au moins une journée, si ce n'est pas deux, à rassembler toutes les informations que vous avez, toutes les expériences que vous avez, tout ce qui va aboutir dans la demande, mais il faut commencer par tout retrouver parmi vos anciens papiers,
Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma lumière. Vous retournez dans votre passé et là, vous essayez de vous souvenir toutes les choses que vous avez faites. Mon Dieu, je suis en train de disparaître. On vous voit encore. Vous êtes en mauve, mais on vous voit encore. Oui, c'est ça. Bon. Alors, et les choses, peut-être que où je peux insister, c'est du côté des présentations scientifiques ou même présentations à à d'autres niveaux que scientifiques. Il faut vraiment retourner dans le passé, retrouver, ah oui, c'est vrai, j'avais fait telle présentation devant un groupe communautaire, par exemple, ou j'ai fait une présentation devant un groupe de cliniciens, ou les choses là, qu'on peut oublier là, avec le temps. Donc, essayez de tout retrouver ça, de tout faire une bonne liste. Et l'autre chose, c'est la partie bénévolat, parce qu'il y a des points qui vous sont accordés pour le bénévolat dans vos demandes. Alors ça, c'est autre chose. La partie bénévolat, il faut bien la préparer. Et ça, c'est quelque chose, là, faut retourner dans son passé. Il faut se faire une bonne liste. Et il faut comprendre que la partie bénévolat, elle donne des points en fonction du niveau de responsabilité que vous aviez eu dans votre bénévolat. Alors, c'est pas suffisant de dire seulement, bon, j'ai été entraîneur de soccer pour un groupe d'adolescents. OK, ça, malheureusement, bon, ça va vous donner un point. Mais pour avoir plus de points, pour avoir 5, 6, 7 points là-dessus, il faut bien dire quel était votre niveau de responsabilité. J'étais responsable du groupe, j'étais responsable de la formation pour telle chose, euh, je devais m'assurer aussi de la sécurité des enfants, je devais m'assurer bon, de leur santé, bien-être, etc. J'avais des assistants avec moi. Donc, ça montre votre niveau de responsabilité. Donc, pour la partie bénévolat, faire bien attention de ne pas juste lister j'étais membre de telle chose, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Essayez d'aider l'évaluateur à vous classer dans le niveau de responsabilité. Et puis, je vais revenir après ça tout à l'heure par rapport aux erreurs les plus fréquentes, mais il y a une étape comme je vous dis, de rassembler toutes les informations qui vous concernent, toutes les choses que vous avez faites. Moi, j'appelle ça la phase de gratter les tiroirs, là. Donc, on doit retourner dans le passé, bien trouver tout ce que vous avez fait, tout sans exception. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas, Maxime, si tu veux ajouter quelque chose au niveau du processus ou pas, c'est à vous de décider. Je pense pas, juste, OK. ouais, j'ai jamais fait des Je évaluations. comprends, je comprends. Pas de problème, mais de nouveau, ce que j'entends ici, c'est que d'une façon, il faut écrire d'une façon très compréhensible, pas trop spécialisée pour que les évaluateurs peuvent bien comprendre ce qu'on veut partager. Mais j'entends aussi de Nicole Paquet en fait, avoir un CV qui est tout à fait complet avec tous les éléments, toutes les expériences. Donc, les 2 jours que Nicole parle, c'est vraiment pour mettre un CV à point qui incorpore tout. Et au niveau du bénévolat, la responsabilité, c'est en fait de démontrer votre leadership. Et voilà, merci déjà pour ces points. Allons-y, on va continuer avec la 3e question. Quelles sont les plus grandes erreurs, voilà, on est à la question des erreurs, qui nuisent aux demandes? Nicole, veux-tu continuer? Ah, on t'entend pas, tu es en mute. Voilà, alors là, j'ai récupéré mon image.
Mais voilà le son. Euh, Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur quand quand j'évalue des demandes et que j'arrive dans la liste des publications et en particulier la liste des affiches, hein, qu'on appelle en bon anglais les posters. Et on a tellement de demandes, même des demandes au niveau du doctorat, où l'étudiant va lister ces affiches en ne mettant que le titre de l'affiche et en ne mettant pas les auteurs de l'affiche. Alors, quand on présente une affiche, même dans une toute petite conférence scientifique, même dans son propre département à l'université, quand on présente ses résultats sous forme d'une affiche, ça ne se peut pas une affiche sans auteur. D'abord, premièrement, l'étudiant lui-même est un auteur ou l'étudiante est une autrice. Et en général, son directeur de thèse est un co-auteur. Et puis, il y a aussi d'autres co-auteurs. Mais si on nous présente seulement un titre, personnellement, moi, je n'accorde aucun point. Donc, je ne donne aucun point pour ces affiches ou pour ces posters. Même chose pour les abrégés de communication. Il faut les présenter comme il faut. Quel est le titre, quels sont les auteurs et quelle était la conférence. Comment est-ce qu'elle s'appelait, c'était à quelle date. Et ça, c'est l'erreur que je vois tellement souvent puis à chaque fois, j'en reviens pas, mais ça fait perdre des points parce que vous l'avez présenté, votre affiche, vous l'avez fait, votre présentation. Donc, ça, c'est la principale. Et la deuxième erreur la plus fréquente, je vous en ai déjà parlé, c'est de présenter du bénévolat en n'indiquant pas le niveau de responsabilité. Et évidemment, surtout si vous aviez un haut niveau de responsabilité et que vous ne l'avez pas écrit, ça vous fait perdre des points. C'est tellement dommage. Alors, pour moi, ce sont les deux erreurs les plus fréquentes. Hélène? Euh, c'est peut-être pas des erreurs aussi flagrantes parce que j'ai pas vu d'erreurs de ce type-là dans les demandes que j'ai eu à évaluer. Fait que moi, les erreurs, si je peux dire, euh, ça s'apparente peut-être un peu aussi à la question précédente, là, mais c'est en lisant la demande ou même seulement le projet de recherche, avoir l'impression que le candidat ne comprend pas c'est quoi son projet ou ne comprend pas qu'est-ce qu'il va faire. Puis c'est quand même assez flagrant quand c'est le cas. Donc, assurez-vous qu'il y a suffisamment de détails et que chaque mot, chaque phrase que vous écrivez, surtout dans le projet de recherche, dans le sommaire du projet de recherche, c'est justifié d'être là. Vous savez pourquoi c'est là, puis que ça s'imbrique avec le reste. Parce que des fois, il y a des très bonnes demandes sur des projets qu'initialement, je me suis dit, waouh, ça a l'air super intéressant, très important, etc. Puis ensuite, je le lis, puis je comprends, on comprend pas, là. Fait que finalement, à force de lire, relire, relire et de voir le reste, on se rend compte que la personne n'a peut-être pas vraiment compris qu'est-ce qu'elle avait fait. Puis ça peut arriver de faire une demande dans un domaine complètement différent de ce que vous avez fait auparavant, puis c'est correct. Mais à ce moment-là, c'est peut-être un défi supplémentaire de vous assurer de bien comprendre le projet à venir parce que vous changez de superviseur, fait que vous n'êtes pas nécessairement impliqué déjà dans les projets qui se passent avec ce superviseur-là. Fait que prenez le temps de bien vous assurer de comprendre votre projet. Puis la même chose au niveau de l'autre partie pour les attentes en matière de formation, c'est de ne pas avoir d'objectif clair dans pourquoi vous allez avec ce superviseur-là, qu'est-ce que vous souhaitez apprendre, c'est quoi Maxime parlait d'un tout cohérent tantôt là, pour la demande, ben ça en fait partie, ça. C'est pas juste d'être
flou et général que vous voulez vous avancer en recherche et acquérir de l'expérience sur des techniques, pourquoi ce superviseur-là, soyez précis. Puis la dernière erreur que j'ai vue une fois, puis c'est toujours un peu délicat parce qu'on peut pas présumer comme évaluateur nécessairement de ce que le candidat va être capable de faire ou non avec l'équipe avec qui il va travailler, mais c'est d'être trop ambitieux dans le projet présenté au point où ça me comme vraiment pas réaliste. C'est sûr que la recherche, il y a toujours des adaptations à faire avec le temps, puis faut en faire plus que moins, mais des fois, c'est comme un petit peu too much, là. Il faut quand même garder ça dans le domaine de la réalité, là. Voilà, ce seraient mes commentaires. OK, merci beaucoup. Donc, je comprends. Je reviens au premier point de Nicole qui disait il faut prendre soin. Donc, et Guylaine, maintenant tu rajoutes, il faut bien comprendre chaque phrase qui est dans ce projet de recherche. Il faut la cohérence et il faut vraiment démontrer que vous avez une bonne compréhension de ce que vous allez faire parce que c'est la seule façon pour convaincre quelqu'un d'autre de votre projet. Donc, prendre soin, cohérence, être clair euh, et aussi la valeur ajoutée. Renforcer la valeur ajoutée avec l'équipe avec qui on va travailler est quelque chose qui peut vraiment renforcer euh, une application. OK. Alors, on a une quatrième question. Ben, on a déjà touché quand même, mais je pense que c'est pas trop grave si on répète des choses ici parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont peut-être vraiment nouveaux pour nos étudiants. Mais quelles sont les sections des demandes les personnes candidates sous-estiment-elles généralement? Quelles sont les sections qui peuvent être renforcées, par exemple? Guylaine, tu veux commencer? Oui, au risque de répéter, ça touche un peu à ce que je viens de parler, mais juste la section méthode du projet. Clairement, il y a des gens qui, des fois, sont soit ça se tient pas ou soit c'est trop flou. Euh, mais c'est un aspect très, très important à cause de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Fait que ça doit vraiment se tenir debout puis être clair, précis. Euh, voilà. Puis c'est l'autre section aussi des attentes en matière de formation. J'ai l'impression que certains sous-estiment aussi puis font juste le voir comme un autre élément de la demande. J'en ai parlé au début, c'est vraiment assez important parce que c'est ça qui permet d'apporter la cohérence à votre demande, puis qui vous permet de mettre l'emphase sur les points sur lesquels vous voulez qu'on mette l'emphase dans votre dossier, parce que c'est pas vrai que tous les dossiers sont 100% points forts de A à Z, du début à la fin. Il y a peut-être des choses que vous pouvez, comment dire, soit complémenter un point faible de votre demande dans cette partie-là pour expliquer ou mettre des choses qui ne sont pas, si vous n'avez pas eu beaucoup de publications parce que vous avez travaillé pendant 10 ans à faire autre chose, ben, je veux dire, c'est important de le dire. Puis, s'il y a des points qui sont très, très importants dans votre demande, mais qui apparaissent strictement comme une ligne ou comme euh, juste une publication, mais qui a eu une grande importance ou un grand rayonnement, par exemple, ou un impact significatif dans la communauté, ben c'est là que vous pouvez le mentionner aussi. Fait que sous-estimez pas cette partie-là. C'est là que vous pouvez vraiment mettre ce que vous avez en valeur, ce que vous avez, qui ne rentrent pas nécessairement dans les autres éléments de la demande. Merci beaucoup. Nicole? Peut-être Maxime, peut-être, petit commentaire? Je pense c'est une bonne question. C'est certain que j'ai pas vu, je veux dire, j'ai pas vu les applications de d'autres gens, ça fait que c'est un peu difficile à déterminer c'est quoi généralement les sections qui sont pas bien remplies.
sous-estimer, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que le CCV va prendre beaucoup de temps à compléter. Ça, c'est une partie de l'application. Puis je pense qu'il y a aussi plusieurs parties dans le CCV qui vous offrent un peu un autre endroit pour pouvoir donner plus de détails à propos de votre rôle, etc., dans les différents projets que vous avez faits. Ça fait que c'est toujours bien de donner un peu plus d'informations si vous pouvez dans cette partie-là de l'application. Mais, ouais, à part de ça, Oui. Non, on va revenir avec des questions spécifiques pour Maxime comme récipiendaire. Donc, on est encore un peu sur le Oui. processus, sur les évaluateurs. Donc, En tout cas, pour ce qui est de la section, moi, en tout cas, pour en avoir évalué vraiment beaucoup, je trouve que souvent, ça se gagne dans la partie leadership bénévolat. Et donc, c'est la partie souvent la plus négligée. L'étudiant ou l'étudiante se dit, il faut vraiment que je mette tout. Donc, dans la partie liste de publications, puis aussi sur la partie projet. Et on se dit, ah, la partie bénévolat, ça doit être, bon, négligeable. Absolument pas. C'est excessivement important. Et si vous faites du transfert de connaissances, c'est-à-dire d'avoir pris la parole devant des groupes communautaires, d'avoir pris la parole devant des groupes scolaires, d'adolescents, ce genre de choses qui peut vous sembler pas important, c'est crucial. C'est du transfert de connaissances que vous avez fait. C'est très, très euh, important de nos jours et il faut absolument le mentionner. Il faut trouver la place, bon, dans votre demande dépendant parce que chaque bourse a une demande un peu différente, là. Il faut trouver la place, mais si vous avez fait du transfert de connaissances, si vous avez eu du leadership dans votre domaine ou dans votre vie, c'est négligé. Il faut le faire comme il faut et c'est ce qui pourra peut-être vous faire obtenir la bourse. oui, oui, Nicole, merci beaucoup pour ça parce que c'est vrai, on peut avoir deux projets de recherche excellents et c'est peut-être alors cette partie-là qui va différencier deux candidats. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin, comme vous avez dit au début, de chaque partie de l'application et de bien le développer et le prendre sérieux. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, maintenant, on va passer aux questions qui sont plutôt pour Maxime. Donc, Maxime, quel a été votre plus grand défi lors de la préparation de votre demande et comment l'avez-vous surmonté? Ouais, donc moi j'ai fait, je veux dire, plusieurs demandes à travers les années. J'ai reçu la bourse de maîtrise, c'est vrai que je ne sais pas combien de monde qui sont ici pour la maîtrise, ainsi que la bourse de doctorat des IRSC, ainsi que Vani. C'est vrai que c'est beaucoup d'applications au cours des années, mais je pense que un des plus gros défis, c'est juste que c'est des grosses applications. Il y a vraiment beaucoup de parties. Il y a vraiment beaucoup d'instructions. Il y a vraiment beaucoup d'instructions pour chacune des parties de l'application. Donc, il faut vraiment s'assurer de commencer le plus tôt que vous pouvez. Si vous n'avez pas déjà commencé, je recommande de au moins aller sur le site web aujourd'hui pour commencer à lire les instructions, puis commencer à voir toutes les parties que vous allez avoir besoin de remplir. Euh, Puis surtout, par exemple, pour les lettres de recommandation, vous allez probablement vouloir les demander aussitôt que possible. Mais beaucoup de professeurs qui vont vous demander, par exemple, d'avoir au moins une idée de qu'est-ce que votre application va avoir de l'air. Ça fait avoir un brouillon, par exemple, de vos attentes de formation, etc. Ça va définitivement beaucoup aider aux professeurs à pouvoir, puis je sais qu'on va retourner aux lettres de recommandation, mais juste sur le point de commencer très tôt.
Euh, Puis je pense que la plus grosse chose qu'au cours des années, j'ai un peu appris, puis je retourne un peu sur ce point-là, euh, mais c'est comment vraiment présenter un narratif complet, cohésif, qui fait du sens, que la demande, toutes les différentes parties de la demande se complémentent. Je pense qu'une des choses, je pense que oui, comme évidemment, c'est très important de souligner les expériences de bénévolat, de leadership, etc. Euh, je pense que pour moi, une des choses, c'était de comment présenter les expériences qui euh, sont vraiment pertinentes pour la demande. C'est qu'il y a certaines de mes expériences qui étaient dans le CV, par exemple, puis que j'ai pas nécessairement eu besoin de toucher dans les attentes de formation parce que ça faisait moins de sens dans les attentes de formation que dans mon CV. J'ai certaines expériences que j'ai pu plus souligner parce que ça faisait plus de sens pour spécifiquement la recherche que j'allais faire, puis les études que j'entreprenais à l'Université d'Ottawa. Euh, donc, je pense aussi de ne pas avoir peur de souligner certaines expériences plus que d'autres. Les attentes de formation ne devraient pas juste être un CV en forme de paragraphe. Ça devrait vraiment présenter qu'est-ce que vous avez appris de vos différentes expériences, qu'est-ce que vous avez pris des qualifications que vous avez. C'est plus que juste dire j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est aussi qu'est-ce que vous avez pris de ces expériences-là, puis qui vont vous aider à mener la recherche que vous planifiez faire pour votre doctorat ou pour votre maîtrise. Ok, merci Maxime. Et de nouveau, on entend cette cohérence, besoin de cohérence, cohérence, cohérence. Donc, apparemment, c'est assez important quand même. La prochaine question, Maxime, c'est aussi pour toi. Comment avez-vous abordé la rédaction de votre proposition de recherche lorsque vous aviez des publications limitées ou peu d'expérience de recherche? Donc, comme vous avez partagé, vous avez fait beaucoup de demandes, niveau de maîtrise. Donc, à ce moment-là, on n'a pas encore beaucoup de publications. Comment est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Ouais, rendu au doctorat, j'avais un peu plus d'expérience de recherche, mais pour ma première application pour la maîtrise, j'avais une publication sur mon CV, ainsi que je pense une thèse d'honneur. Donc j'avais quand même moins d'expérience de recherche pour la maîtrise. Je pense que comme Docteur Damour a dit, c'est important de s'assurer que le projet fait du sens, que les méthodes font du sens. Je pense que c'est la chose la plus importante parce que vous avez vraiment pas beaucoup d'espace. Une page, c'est vraiment pas beaucoup d'espace pour tout expliquer, l'introduction, les méthodes, les implications, votre rôle dans le projet, etc. Il y a quand même beaucoup de détails que vous devez mettre. Euh, je dirais de s'assurer que comme vous utilisez tout l'espace que vous pouvez pour donner le plus d'informations que possible. C'est très important de se concentrer sur faire comprendre à n'importe qui euh, c'est quoi votre projet puis pourquoi c'est important. Ça fait que, encore une fois, je pense que ça a été mentionné que c'est pas nécessairement quelqu'un qui va être dans votre domaine, qui va être en train de lire votre application. Euh, c'est que moi, je recommande, je veux dire, j'ai donné mes propositions à mes parents, à des amis, à des gens qui n'avaient jamais été à l'université. Euh, Puis ça, pour s'assurer que n'importe qui pouvait lire mon projet puis comprendre qu'est-ce que j'allais faire puis pourquoi c'était important. Ouais. Donc, Donc, ouais. Oui, allez-y. non, mais ce que j'entends, c'est que quand on n'a pas encore beaucoup d'expérience en recherche et pas encore beaucoup de publications, le projet de recherche devient vraiment très, très, c'est toujours important, mais c'est à ce point-là qu'il faut montrer qu'on a la capacité, qu'on a le potentiel. Si on a un très bon projet de recherche, ça peut démontrer le potentiel. Ouais. Puis je pense que Faut- pour la maîtrise, j'ai pas fait le projet pour la maîtrise que j'avais proposé parce que moi, j'ai appris un an avant de rentrer dans le programme. Ça fait que juste s'assurer que c'est bien structuré, que ça fait du sens, je pense que c'est là vraiment plus l'important pour la proposition de recherche. OK.
OK, Ouais. merci. Alors, encore, enfin, pour tous les panélistes, on va maintenant parler des lettres de recommandation. On en a déjà un peu parlé là. Mais qu'est-ce qui rend une lettre de recommandation vraiment efficace et comment les étudiants devraient-ils guider leurs répondants? Nicole, veux-tu commencer? Oui, donc les lettres de recommandation, euh, malheureusement, quand je les lis, il m'arrive de temps en temps, trop souvent, de lire la lettre et d'écrire sur ma feuille rien de particulier. Alors, quand j'ai lu une lettre d'une page et demie et que moi, j'écris rien de particulier, ça veut dire que dans la lettre, tout ce qu'il y avait, c'était bon, c'est un bon étudiant, il étudie bien, il est studieux, elle fait bien ses cours, elle a eu des bonnes notes. Bref, quand on retrouve dans une lettre ce qu'un étudiant gradué est supposé être, ben, c'est rien de particulier. Donc, la lettre doit aller au-delà de ce qu'on attend habituellement d'un étudiant gradué ou d'une étudiante graduée. Et là, évidemment, si votre superviseur vous connaît bien, va être capable de trouver les éléments qui vous distinguent de ce qu'on attend de tous les autres. Mais si votre superviseur ne vous connaît pas encore, il faut aider, expliquer. Et si on n'a pas l'occasion de rencontrer pour une rencontre verbale avec notre superviseur, bien, au moins fournir un curriculum vitae extrêmement précis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments pour que le superviseur ou la superviseure puisse aller retrouver quelque chose qui vous distingue. Alors, ça prend ça. Euh, Évidemment, moi j'ai eu un entraînement particulier quand j'étais étudiante graduée. Ma superviseure me demandait toujours, écris la lettre toi-même, envoie-la moi, et moi, je vais la compléter et je vais la signer. Alors, c'est une façon, bon, évidemment, qui est un peu particulière, mais c'est essentiellement pour un superviseur, il faut comprendre, pour un superviseur qui ne vous connaît pas, par exemple, de se démarrer avec une feuille blanche, c'est extrêmement difficile, ça prend beaucoup, c'est énormément de travail, c'est des heures pour le superviseur ou la superviseure. Donc, il faut aider, il faut aider pour que le superviseur puisse écrire euh, une lettre personnalisée. Voilà le terme que je cherchais. OK. Merci beaucoup, Nicole. On va passer à Guylaine. Très bon point. Sur la lettre comme telle, c'est plus mon expérience de candidate que d'évaluateur. Ça varie beaucoup, hein? Les lettres, il y en a des, comme professeur Paquette a dit, des très personnalisés et étoffés et qui démontrent des caractéristiques ou qui décrivent le candidat de manière wow. Il y en a d'autres plus génériques, pas nécessairement génériques. Vous avez peu de contrôle là-dessus, bref, c'est ça mon point. Acceptez ce qu'elle vient de dire, donc d'aider votre répondant à vous aider et lui pointer les éléments sur lesquels vous voulez qu'il mette l'emphase. Il y a en tout cas au niveau doctoral, il y a un formulaire d'abord avec des critères et tout ça. Fait que, où vous avez du contrôle, c'est probablement dans le choix de vos répondants.
dépendamment du niveau où vous êtes, vous aurez plus ou moins de choix parce que il y a plus ou moins de superviseurs qui vous connaîtront. Mais ce que je suggérais, c'est d'essayer de choisir des répondants complémentaires qui vont pouvoir commenter sur des critères complémentaires et mettre l'accent sur différents critères. C'est sûr que dans un monde idéal, puis c'est ça qu'on voit des fois. C'est pour ça que le poids, tu sais, on n'a pas le choix, ça fait partie de l'évaluation, mais les lettres où tout est au maximum et la personne est extraordinaire dans tout, OK, mais je trouve que dans ce temps-là, il n'y a rien qui ressort, tu sais. Je veux dire, il n'y a personne d'extraordinaire dans tout de A à Z, là. Fait qu'il y a sûrement des points où vous êtes réellement meilleur que dans d'autres. Fait que choisissez vos répondants en fonction de ça. Voilà. Puis, je veux dire, moi, j'ai eu des répondants qui étaient quand même très critiques dans leurs lettres. Puis j'ai quand même eu des bourses. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais il y avait des points, doit améliorer X, Y, mais est excellente dans telle autre chose. Personnellement, je trouve que ça donne encore un air de véridique supplémentaire, si je peux dire, mais bon, ça a peut-être été juste de la chance aussi. Alors voilà, choisissez vos répondants, euh, c'est ça. Merci beaucoup, Guylaine. Maxime, Euh, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? oui, ça fait que, encore une fois, très d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à date. Je pense que très important de choisir du monde qui vous connaissent assez bien puis qui veulent s'assurer de votre succès en termes des lettres de recommandation. Pour la bourse panier, je pense que c'était 4 lettres de recommandation, puis j'ai dû en écrire 2 des 4. Ça fait que c'est définitivement quelque chose que vos professeurs, vos superviseurs vont potentiellement vous demander de faire, parce que comme Dr. Paquette a dit, ça prend quand même assez de temps. Je pense qu'une des choses, oui, c'est très important évidemment de leur donner le plus d'informations que possible, mais aussi une autre chose serait de leur donner une petite liste de points que vous voulez vous assurer qu'ils vont toucher dans la lettre. C'est une autre opportunité, encore une fois, pour démontrer vos aptitudes, vos connaissances, etc., d'une autre façon, d'une autre perspective. Vous savez que si vous avez des points spécifiques que vous voulez que la personne apporte dans leur lettre de recommandation, c'est important de leur en parler pour s'assurer que c'est fait. Puis, ouais, encore une fois, tu sais, devrait complémenter, je veux dire, ça devrait quand même faire du sens. Il devrait être capable de parler jusqu'à un certain point de vos attitudes, vos connaissances par rapport au projet que vous proposez. Oui, oui. Merci beaucoup pour ce partage. Et ce que je comprends, on peut choisir nos référés et puis on pourrait aussi demander à chacun de mettre l'emphase sur certains aspects et d'aussi créer une cohérence de cette façon, que tous les aspects que tu veux qui en sortent viennent apparaître dans les lettres. Et en guidant les referees, ça peut aussi aider à renforcer le projet entier et aussi démontrer qui vous êtes en entier. Alors, je ne vais pas poser la dernière question parce que je veux quand même laisser assez de temps pour nos étudiants de poser vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions des étudiants? Vous pouvez venir en ligne ou poser la question dans le chat. Mon collègue va vérifier le chat. Donc, on est prêt à prendre des questions et puis on va voir s'il nous reste de temps. Questions de nos écouteurs. Il y a des questions. Vous pouvez lever votre main ou la poser dans le clavardage. Je ne vois pas de main levée en ce moment. S'il n'y a pas de questions, moi, j'aimerais ajouter quelque chose. On parle d'applications cohérentes, de prendre le temps. On recommande de commencer votre application 6 à 8 semaines minimum à l'avance. Moi, pour vous dire, je reçois beaucoup de demandes à pas la dernière minute, je vous dirais que 80% des étudiants attendent la date limite avant de soumettre leur demande de candidature. Je vous recommande de commencer à l'avance. Vous allez éviter beaucoup de stress.
Vous voulez donner plus que 2-3 jours à votre répondant pour la lettre aussi. Donc, vous voulez donner plusieurs semaines à vos répondants là, pour avoir le temps de faire une très bonne lettre. Donc, je ne vois pas de main levée ou de questions. Est-ce qu'on a fait une si bonne présentation que ça que les étudiants n'ont pas de questions? Ben, si vous pouvez toujours poser vos questions, hein. On reste en ligne là, mais je vais quand même. Ah, voilà, Virginie. Vas-y. Ouais, mais moi, c'est plus une question que j'avais parce que j'ai appliqué à la maîtrise et puis, en tout cas, je l'avais eu à l'Université de Montréal, mais pas à l'Université d'Ottawa. J'ai été obligée de, de, de pas prendre la bourse à l'Université de Montréal, mais sinon, j'ai toujours été sur les listes d'attente. Et puis, je voulais m'essayer pour le doctorat dans quelques années. Le seul problème, c'est que là, je trouve ça un peu mélangeant comment, dans le fond, créer une demande sans vraiment avoir de programme de superviseur précis pour le doctorat. Parce que j'ai entendu que plusieurs étudiants vont appliquer l'année en avance et puis décider quelle université choisir par la suite. Donc, je ne sais pas si vous avez des conseils par rapport à ça. Je vois Max. Max, tu veux répondre à cette question? Oui, surtout, je pense que c'est un peu plus facile dans un sens pour la maîtrise, parce que je pense pas que le document d'attente de formation, de ce que je me souviens, moi j'avais appliqué, même chose, j'avais appliqué pour plusieurs universités pour la maîtrise, c'est avec ma bourse de maîtrise, j'appliquais le septembre avant même de commencer mon programme. Pour le doctorat, je pense que ça devient un peu plus compliqué, euh, parce que je pense que tu dois spécifier. Au moins pour Vanier, j'avais absolument besoin de spécifier quelle université, quel superviseur que j'avais. Le superviseur avait besoin de remplir une partie de la demande aussi. Euh, Ça fait qu'il fallait que je choisisse dans un sens. Ça fait que dans ce cas-là, ce serait peut-être plus de faire la demande le septembre que tu rentres à l'université, à moins que tu aies vraiment une idée de spécifiquement quelle université que tu préfères, ou juste faire la demande pour le programme que tu veux. Mais je pense que pour la bourse de doctorat, il faut que tu aies un superviseur qui te prenne comme étudiant dans la demande elle-même. Ça fait que je ne sais pas à quel point c'est possible de faire ça. Oui. Merci. Merci. Nina? Oui, bonjour. D'abord, je voulais savoir, est-ce qu'il y a, parce que en fait, quand Nicole expliquait sur des détails qu'il faut mentionner quand on participe dans les conférences, quand on fait partie des panélistes, il faut mentionner, est-ce qu'il faut mentionner déjà les autres conférenciers dans notre panel ou faut mentionner uniquement, parce que j'imagine, dépendamment quelle discipline, ça pourrait parler. Vous avez parlé des affiches, mais dans mon cas, je suis en sociologie, études des genres. On n'a pas vraiment des affiches, mais on participe dans les conférences. Il y a un titre de conférence, il y a un titre de panel, et en mettant tous les détails, ça rajoute la longueur de CV. Est-ce qu'il y a des limites quand même? Parce qu'on nous dit, oui, il faut donner des détails, mais quand même, faut jamais compter sur énormément de patience des évaluateurs parce que ça pourrait dépasser telle page et ça pourrait considérer comme trop d'informations. C'est quoi en fait, c'est limite entre ça devient trop ou des informations nécessaires pour pour des activités volontaires, des bénévolats, aussi pour des participations académiques. Je voulais poser une autre question aussi, entre parenthèses. Pour des publications, est-ce qu'il faut séparer des publications de presse et médias, parce que c'est mon cas, et publications académiques, ou on peut les mettre dans la même partie de publication? Merci beaucoup. Nicole, tu veux répondre? Ce qui importe, c'est que on puisse comprendre qu'est-ce que vous avez fait exactement. Alors, si vous étiez dans une grande conférence et que, bon, il y avait plusieurs conférenciers, que vous étiez dans un groupe, ce qui, il faut indiquer, par exemple, j'étais à telle conférence et moi, j'ai fait une présentation de 20 minutes sur telle chose.
où nous étions un panel, il y avait des conférenciers et comme membre du panel, j'apportais des informations supplémentaires ou je répondais à des questions. Donc, c'est pas obligé d'être très long, mais on a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez fait exactement. Donc, ça peut vraiment beaucoup nous aider. Et il y a Euh, aussi des méthodes de référence existantes que vous pouvez employer pour être très précises pour être plus et précis, et c'est très ça. succinctes aussi. Donc, Concernant les publications qui sont, je dirais, des publications en dehors là, du monde scientifique, là, dans les journaux, la presse, euh, des, 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 des sites Internet, tout ça. Alors, c'est extrêmement important de tout lister ces choses. C'est très important. C'est du transfert de connaissances. Alors, ça aussi, il y a des méthodes dans les, vous pouvez trouver dans les guides là, de publication ou de présentation des publications, comment présenter lorsque vous avez été interviewé par Radio-Canada ou que vous avez participé à l'écriture d'un article dans tel ou tel site. Euh, donc, c'est pas obligé d'être long, mais il faut juste qu'on comprenne ce que vous avez fait et surtout, n'oubliez rien, mettez tout parce que tout compte. oui. Juste pour rajouter Merci. rapidement à ça, il y a déjà des limites comme pour le CV en tant que tel, il y a déjà des limites sur les publications pour un certain nombre d'années, le nombre d'expériences de bénévolat, par exemple, que vous pouvez mettre sur l'application. Ça fait que mettez tout ce que vous pouvez. Des fois, ça arrive que tu vas même pas pouvoir justement tout démontrer. Ça fait que juste faire attention mais absolument mettez tout selon les limites de l'application en tant que telle. Oui. Et de nouveau, s'il faut choisir, choisissez ceux qui sont en connexion avec le projet. Si vous devez laisser quelques-uns, choisissez ceux qui ne sont pas directement en connexion avec le projet. Donc, ça, c'est une façon de faire les choix si on n'a pas assez de place. Je vois que le temps passe vite. Christine, où on en est? On doit la Oui, terminer. on va devoir terminer parce qu'on a, pas malheureusement, on a la séance en anglais juste à 11 heures. Donc, Oui, oui. Laura B, je vais répondre à ta question plus tard. J'ai vu qu'il y a une question dans le clavardage, donc on va te revenir plus tard. Je vais la prendre en note. Mais Marika, si tu veux terminer, on va. Oui. Alors, on va conclure notre événement ici. Merci, grand merci à nos 3 panélistes. Je pense que c'était très informatif pour nos écouteurs ici. Juste, as a reminder, les applications pour le IRSC, pour les doctorats, c'est le 24 septembre. Le deadline à l'interne, je veux dire, c'est le 24 septembre. Pour les maîtrises, c'est le 1er décembre. Alors, nous espérons que vous avez apprécié ce débat. Et voilà, on attend vos candidatures et on vous souhaite beaucoup de succès.